Bonjour et bienvenue à cette fois de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Sommaire. Au final, quels que soient les résultats de ce soir, RDC affronte aujourd'hui à 20h le Botswana, match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A.T. Hier, lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre espère à une large victoire pour terminer à la tête du groupe. Vous l'entendrez dans un instant. Au sommaire de votre 13h, un offre de soulagement pour tous les agents fonctionnaires de l'État. La paye est attendue avant le 1er janvier 2026. Des assurances hier lors de la réunion du comité de suivi de la paye qui a aussi rassuré que l'opération a démarré dès le 9 décembre dernier. Militaires, policiers, enseignants sont déjà payés. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, les Léopards déjà qualifiés pour le 8e de finale. Quels que soient les résultats de ce soir, les RDC affrontent aujourd'hui à partir de 20h le Botswana. Match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D. Hier, lors de la conférence d'avant-match, les sélectionneurs congolais Sébastien Desabre espèrent à une large victoire pour terminer à la tête du groupe. On l'écoute. Non seulement, oui, ils sont assez durs dans le jeu, mais ils ont une bonne organisation défensive également. Ils ont évolué avec deux systèmes de jeu différents, 4-4-2 et 4-3-3 sur le dernier match. Donc ils ont un bloc qui est pas facile à déplacer. Après, on a des ambitions dans ce groupe, donc on se doit techniquement d'être à la hauteur justement pour faire déplacer le jeu assez rapidement, pour être bon techniquement, pour justement éviter ce genre de duel. C'est un peu la même approche qu'on avait voulu mettre en place sur le match du Bénin, où ils sont aussi assez rugueux à l'intérieur au Bénin avec Delmeda, Hassan et puis Doku. Voilà, mais on s'attend effectivement à une équipe qui est éliminée. C'est sûr, mais qui va justement jouer un peu plus libéré. Donc c'est toujours des situations qui sont différentes, mais sincèrement, on connaît très bien cette équipe du Botswana, on l'analyse, les joueurs savent ce qu'ils leur attendent, mais on se concentre beaucoup plus sur nos qualités. Et si nous, on est capable d'avoir la même intensité, la même justesse technique, la même vivacité d'approche devant le but qu'on a eu contre le Sénégal. Un offre de soulagement et de l'espoir pour les agents et fonctionnaires de l'État. La paye est attendue avant le 1er janvier 2026. Des assurances données hier lors de la réunion du comité des suivis de la paye qui a aussi rassuré que l'opération a déjà démarré depuis le 19 décembre dernier. Militaires, policiers, enseignants sont déjà payés. Sylvie Mouembo nous en parle. Cette rencontre stratégique a réuni les banques commerciales, opérateurs de la paye, les services techniques concernés, notamment l'ordonnancement, la direction de la paye ainsi que les représentants des bénéficiaires. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi rigoureux des engagements du gouvernement consécutifs aux préoccupations exprimées par les agents fonctionnaires de l'État. À l'issue de cette réunion, il a été convenu que la paye avait déjà commencé depuis le 19 décembre 2025 avec tous les 3 secteurs à mise à jour. Les militaires, les policiers et aussi les enseignants, c'est-à-dire du NACOPEI, ils ont déjà commencé à être payés. Et aussi, sur instruction du gouvernement, il a été convenu que toutes les mesures doivent être prises pour que la paye puisse être exécutée avant le 1er janvier 2026. Et la Banque centrale, qui est en train de travailler, a mis des bûchers doubles pour que toutes les banques commerciales, tous les opérateurs de paie soient servis sérieusement, et c'est avant le 1er. Et donc, nous voulons rassurer les agents et fonctionnaires de l'État de l'engagement du gouvernement de payer sans délai et en temps réel ce qui revient aux fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire, nous avons cité le salaire et la rémunération. Et donc, soyez rassurés que, sur instruction du gouvernement, la paie pourra intervenir tout le monde avant le 1er janvier 2026. L'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa quitte les sols congolais. Lucie Tamlin est arrivée à la fin de son mandat après plus de 2 ans passés à Kinshasa. Elle est allée faire ses adieux hier à la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa. Plus de précision avec Emmanuel Commissaire et Patrick Djokoukou.
Au terme de sa mission diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur des États-Unis, Lucie Tamlin, a fait ses adieux ce lundi à la première ministre Judith Suminwa Tuluka lors d'une audience qui lui a été accordée. Cette rencontre, empreinte de courtoisie et de reconnaissance, est intervenue au lendemain de son entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a salué un mandat marqué par le renforcement du dialogue et de la coopération entre la RDC et les États-Unis. La chef du gouvernement a pour sa part remercié la diplomate américaine pour son engagement en faveur du partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. Lucie Tamlin s'est félicitée d'une coopération qu'elle qualifie de fructueuse. C'était une visite au revoir parce que le fin de mon mandat est arrivé, donc je pars du pays dans quelques jours. C'était une visite de courtoisie aussi pour remercier pour toute la bonne collaboration et de renouveler l'engagement américain de coopérer et travailler très étroitement avec le gouvernement pour faire avancer la paix et aussi le développement dans le pays. Et moi, oui, je suis fière, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses toujours à faire. Le travail commence maintenant. Pour rappel, l'ambassadeur des États-Unis quitte la RDC après plus de 2 ans de mission entamée en février 2023. C'est la fin de l'année et l'heure du bilan a sonné. Les jeunes réunis au sein de l'entrepreneuriat stratégique se sont réunis pour une séance d'évaluation des activités réalisées tout au long de l'année 2025. La mise en place d'un programme d'incubation gratuit de jeunes demeure l'une des actions majeures menées tout au long de l'année. Serge Merlemat nous en parlait. A passé en revue les condensés des... C'est dans le cadre de son programme d'incubation que la coordination du mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique en République démocratique du Congo a tenu cette séance d'évaluation de ses activités menées en 2025 et analyser également ses perspectives d'avenir. Dédiées aux micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans l'industrie légère et la petite industrie en République démocratique du Congo. L'objectif affiché, c'était de déterminer les progrès déjà accomplis jusque-là et identifier les principaux défis liés à la production, à la consommation ainsi qu'à la structuration en République démocratique du Congo. La mobilisation des financements des petites et moyennes entreprises était également inscrite à l'ordre du jour de cette activité. Nous avons ces partenariats avec les FSP, avec les FPI et aussi avec ces opportunités à travers les ministères de la jeunesse qui a permis à ce qu'on puisse mettre en place un programme d'incubation gratuit aux jeunes. Les belles choses à Monges et des entrepreneurs incubés par Monges pourront bénéficier et accéder au financement. Quelques pistes d'accompagnement adaptées pour renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises incubées ont été également abordées. Nous avons relevé le faille, nous avons relevé nos points forts, le menace ainsi que les opportunités. À travers cette séance d'évaluation, le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique vient ainsi réaffirmer son engagement à accompagner les entreprises congolaises vers une industrialisation inclusive d'emploi et également d'impact économique local en République démocratique du Congo. À quelques jours de la validation de la RDC au processus ITE international prévu début janvier 2026, le secrétariat technique de l'ITE RDC redoublait d'efforts. Une réunion du groupe thématique de travail s'est tenue pour affiner le dernier détail. C'était sous la présidence de son coordonnateur Jean-Jacques Kayembe, qui nous précise Peggy Mukunda dans ce reportage. A passer en revue les condensés des propositions des améliorations apportées après les travaux de Lubumbashi sur les avancées significatives au processus du rapport ITIE 2023 en RDC. Les membres du groupe technique de travail GTT se sont retrouvés pendant 2 jours pour analyser, vérifier, corriger et uniformiser ces rapports pour sa version finale à adopter et à publier. C'est à la recommandation du comité exécutif qui a voulu que le groupe technique de travail puisse prendre en son lieu et place des décisions sur l'adoption de ce rapport. C'est pour ça qu'avant que nous puissions procéder à cette validation de demain, on a fait cette réunion pour voir si les améliorations qui ont été proposées par les parties prenantes au niveau de Lubumbashi ont été intégrées dans le rapport par l'administrateur indépendant. C'est le pourquoi de cette réunion qui avait toute une liste des recommandations et aussi de l'opinion de l'IGF qui ont été prises en compte pour améliorer un peu la qualité de
notre rapport. Et nous pensons qu'avec l'opinion de la Cour de compte sur les ETD, les organismes spécialisés que nous appelons les OS-DOT et les provinces, nous pensons que le rapport qui sera adopté pour être publié le 31 sera au complet pour permettre à la RDC de passer en 2026 avec un rapport complet et de bonne qualité qui pourra nous servir pour la validation prochaine. Le plan du travail annuel 2026 du ministère du Genre, Famille et Enfants sortira bientôt du chantier et sera rendu public. Le responsable des services, des directions et structures spécialisées du secteur sont autour de la ministre de tutelle depuis hier pour essayer de peaufiner les priorités pour l'année 2026. Regardons. D'entrée des jeux, Esther Kamwania, secrétaire générale au ministère du Genre, est revenue sur les réalisations de l'année 2025. Venus nombreux répondre à l'invitation de la ministre du Genre, Micheline Ombaye, cette réunion était une occasion pour les services et différents partenaires au ministère du Genre de réfléchir sur les différentes propositions du plan de travail de l'année 2026, harmoniser les actions, définir les orientations et poser les jalons d'une action publique plus cohérente et plus efficace. Florence Boloko, coordonnatrice nationale de la CPF, a quant à elle salué ces moments de partage, un exercice qui a permis à chaque partie de s'exprimer librement et d'y ajouter sa pierre. Un dialogue constructif et participatif, révélant la volonté collective d'anticiper pour mieux agir. L'ensemble des activités projetées a été inscrit dans un tableau global de planification servant de guide pour l'année à venir. Dans son allocution, la ministre du Genre, Micheline Ombaye, a lancé un appel à la collaboration, à la solidarité et au sens des devoirs, affirmant que la rigueur et l'engagement de chacun sont essentiels pour réussir ensemble. En marge de cette séance de travail, la secrétaire générale du ministère a présenté un cadeau symbolique à Micheline Ombaye Kalamba dans le cadre de festivités de fin d'année, en geste empreint de reconnaissance et de convivialité au sein de l'administration du genre, famille et enfants. Conflits armés dans l'est de la RDC. Les jeunes filles et femmes veulent jouer cette fois-ci à la médiation. Elles l'ont dit au cours d'un atelier qui a réuni les membres des réseaux de femmes leaders africaines et ceux des organisations féminines de la RDC. Plus de précision avec Christine Lenz. Après plusieurs décennies de conflits en RDC et avec les contacts qui se font au niveau du pays pour le retour de la paix, les réseaux des femmes leaders africaines, AOLIN, avec l'apport des organisations féminines de la RDC, ont choisi d'impliquer la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse féminine. Seule façon pour la réussite de cette démarche, à côté de cela, doubler des stratégies, aussi travailler sur le changement de paradigme, comme le souligne Marie-Louise Mwange, présidente de AOLIN RDC. Autant de décennies, nous sommes toujours dans des conflits. On s'est dit qu'il fallait activer certains mécanismes, changer de stratégie, aussi de paradigme, pour que nous puissions impliquer la jeunesse dans ce que nous faisons, surtout la jeunesse féminine, puisque quand on donne à la femme, on donne à la communauté. Elle est capable de pouvoir influencer les politiques du pays. Ce projet, financé par la République fédérale d'Allemagne, nous a aidé à ce que nous puissions entrevoir comment faire changer de fusil d'épaule, renouveler cette jeunesse féminine, l'appeler à plus de responsabilités. Les participantes, ces jeunes filles des différentes structures de la RDC, ont été outillées par ces femmes leaders lors de cette journée avant de les appeler à plus de cohésion et de responsabilité, aussi à la mémoire collective. Il est essentiel pour nous d'avoir une mémoire collective, de documenter, d'écrire notre histoire par nos propres mots. Nous sommes appelés en tant que communauté à revivre les cycles de violence. Ce qui est arrivé en 1994, ça revient en 2002, ça revient en 2012, ça revient en 2025. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à avoir une mémoire collective. On nous montre les héros masculins. Nous n'avons pas d'héroïnes. Écrivons notre histoire parce qu'il n'y a pas la paix sans la mémoire collective. À chaque étape de la vie, les femmes jouent un rôle important. Il est donc essentiel que la mémoire collective soit transmise à des générations. Aussi écrire l'histoire de la RDC pour la paix dans notre pays.
Fin de la circulation physique des dossiers. Après plus de 10 ans de blocage, le gouvernement vient enfin de lancer la transmission électronique obligatoire des documents liés aux procédures des prédédouanements et dédouanements des marchandises. Objectif, permettre l'échange numérique des documents entre la DGDL et Ségus. Le processus a été lancé hier par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Encore une fois de plus, Christine Leto. Fini l'habitude du papier, la crainte de la transparence, la complexité des anciens circuits, bref, la bureaucratie physique lors de la récupération des différents documents dans les services douaniers. Les membres du gouvernement et autres intervenants l'ont reconnu lors du lancement de la transmission de l'alias documentaire du système S1 de Ségus, activité lancée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka avec l'instauration par le gouvernement de la RDC de ces systèmes digitalisés. Les opérateurs économiques n'auront plus à courir dans plusieurs bureaux pour la récupération de leurs documents, comme l'explique Yann Leroux, directeur général de Ségus. Désormais, les données qui vont arriver à la douane via cette transmission électronique seront qualifiées d'infalsifiables et de juste, ce qui va permettre donc aux douaniers de mieux travailler sur la base de données précises et exactes. Ces systèmes, selon la directrice technique de Ségus RDC, Oumi Lindo, permettent à la RDC de répondre aux standards du commerce mondial. Nous aurons une nette amélioration, d'abord en termes de timing, sur tout ce qui est dédouanement de la marchandise au niveau des cordons douaniers, mais aussi efficacité pour les différents vérificateurs de la douane qui auront en face d'eux des documents authentiques, lisibles et infalsifiés. Ce système va faciliter la récupération des documents à travers les plateformes contenant des liasses documentaires, un travail mis en œuvre par les équipes de la DGDA et des Ségus dans le souci d'améliorer le climat des affaires en RDC. Le gouverneur du Lualaba, faussement pointé du doigt comme auteur principal des tensions observées dans le secteur minier artisanal à Kolwezi. Face à ces fausses accusations, le gouvernement provincial est monté au créneau pour rétablir la vérité. Pour l'exécutif provincial, toutes ces récentes mesures prises dans ce secteur relèvent du gouvernement central pour assainir le secteur. On l'écoute. Il convient de rappeler avec clarté que les mesures récemment prises dans le secteur minier s'inscrivent dans le cadre strict de la feuille de route conjointe de la Commission de lutte contre la fraude minière, impliquant notamment les ministères nationaux des mines, de l'Intérieur et de la Défense, et vise exclusivement l'assainissement du secteur de l'exploitation minière artisanale. La suspension temporaire de certaines entités de traitement décidées par l'autorité nationale compétente poursuit des objectifs précis et légitimes, notamment la maîtrise des flux des minéraux et de leur traçabilité, l'identification des sites d'origine et de la licéité des sources d'approvisionnement des entités de traitement. La lutte contre le circuit illégaux responsables de nombreux décès dus aux éboulements dans les sites clandestins non contrôlés. L'exploitation minière artisanale légale n'a jamais été interdite dès lors qu'elle exerce dans les sites autorisés et conformément à la législation en vigueur. La province appelle la population au calme, à la retenue, à la vigilance et à la responsabilité face à la désinformation et au respect des institutions de l'État, tout en exhortant à s'en remettre exclusivement aux canaux officiels de communication. Et justement, en rapport à ces tensions, une délégation du ministère national de Mines séjourne dans la province du Lualaba. Ces émissaires du ministre Louis Watum Kabamba ont discuté avec la gouverneure Fifi Masuka pour clarifier la portée réelle de toutes ces mesures.
En mission officielle dans la province du Lualaba, une délégation du ministère des Mines, mandatée par Louis Watum Kabamba, ministre national des Mines, a eu une importante séance de travail avec la gouverneure des provinces Vimasuka Saini, entourée des membres de son gouvernement, de son cabinet et du comité provincial de sécurité dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Ces passages protocolaires avaient pour but de présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais également de faire le point sur la mission de la commission des pêchers dans la province afin d'examiner les implications de l'arrêté ministériel relatif à l'exploitation minière artisanale. Franck Fouamba, chargé des missions du ministre et président de la commission, a au nom du ministre des Mines présenté ses meilleurs vœux aux créateurs artisanaux, aux négociants et aux coopératives minières, tout en réaffirmant la ferme volonté de Louis Watum Kabamba de réduire l'image de l'artisanat minier congolais. Les représentants du ministère ont par ailleurs annoncé l'ouverture de ce mardi d'une série de rencontres avec les coopératives minières et les entités de traitement afin de clarifier la mise en œuvre de l'arrêté, d'évaluer les pratiques sur le terrain et d'assurer une transition ordonnée vers une formalisation effective du secteur. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour un artisanat minier légal, sécurisé, structuré et profitable aux Congolais. Nous sommes là pour un message d'apaisement. L'artisanat minier légal, son Excellence Monsieur le ministre Louis Watum y tient, et sous l'instruction de la haute hiérarchie, son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l'État, le travail qui est fait avec les entités auxquelles le gouvernement et l'État congolais reprochent des choses, après plusieurs mises en garde et plusieurs moratoires donnés auxquels ils n'ont pas répondu, ça ne concerne pas nos frères et nos soeurs qui sont dans l'artisanat. Les coopératives n'ont pas été arrêtées, l'artisanat n'a pas été arrêté. Que ça soit clair, l'arrêté ne le dit pas. Forte de sa maîtrise du secteur minier artisanal, la gouverneure Masuka a pour sa part salué cette démarche inclusive et réaffirmé sa disponibilité à accompagner cette réforme dans le strict respect de la légalité et de la paix sociale. Nous connaissons les problèmes de chaque jour. Nous connaissons aussi les pistes des solutions à proposer. Nous avions échangé avec le ministre. C'est l'activité du centre de négoce. C'est le fonctionnement de l'EGC que nous mettons aussi en exergue par rapport à l'arrêté. Je voulais ici attirer votre attention. Nous voulons que les centres de négoce soient réellement les lieux importants pour la traçabilité de nos minerais. Elle a en outre invité la Commission à définir de manière claire et réaliste les mesures d'accompagnement, insistant sur le rôle stratégique de l'entreprise générale du cobalt, EGC, notamment à travers les centres de négoce de Moussoumpo, véritable référence en matière de traçabilité minière. Le projet d'édit budgétaire exercice 2026 déclaré recevable dans la province de la Mongala, défendu par le gouverneur, le député provinciaux l'ont déclaré après un débat houleux. C'était au cours d'une plénière à laquelle le gouverneur a aussi fait la restitution des activités réalisées en 2025. Réunis en plénière, les députés provinciaux de la Mongala ont adopté en unanimité le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. La recevabilité de ces projets intervient après la présentation et la défense du document par le gouverneur des provinces, Maître Jean-Colin Makaka Papekaka, qui a révélé que l'élaboration de ces projets d'édit budgétaires répond aux principes indicateurs et agrégats macroéconomiques. Vous savez, dans les conditions que nous traversons aujourd'hui, nous allons d'abord, dans les priorités, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce que si la population n'est pas en paix, s'il n'y a pas de sécurité, les constructions n'auront pas d'impact. Vous voyez, c'est avec la paix et la sécurité que nous pouvons aboutir à quelque chose. Voilà, la sécurité, après la sécurité, nous allons voir maintenant les réalisations en termes d'infrastructures socio-économiques de base et aussi quelques réalisations dans le cadre de la politique générale de la nation. À cette occasion, le gouverneur des provinces de la Mongala a présenté le bilan de son gouvernement depuis son accession au pouvoir. Les efforts que nous avons consentis n'ont pas tellement atteint des objectifs à cause de quelques agissements déloyaux de certains compatriotes originaires de notre province qui, au lieu d'appuyer les actions du chef de l'État sur le terrain, en demandant à la population de contribuer, et ils viennent au contre-courant pour inciter les assujettis à l'incivisme fiscal. Un bilan jugé positif, mais beaucoup reste à faire. Interdiction formelle d'utiliser le pétard en période de festivités de fin d'année dans la province du Kasaï-Oriental. C'est l'une des mesures prises par l'autorité provinciale. La police nationale congolaise sollicite la
de la TNT, stage provincial pour la vulgarisation de toutes ces mesures. Le commissaire provincial de la PNC Kasaï Oriental, le général André Mbombo Manda, a reçu mercredi 24 décembre 2025 en audience dans son bureau de travail le directeur provincial de la RTNC, Sami Muntu Anzambi. À cette occasion, les deux personnalités ont tablé sur le partenariat sincère qui doit exister entre les deux institutions de l'État et surtout l'accompagnement de la RTNC à la police pour que cette dernière accomplisse sa mission régalienne. L'occasion faisant le larron, le général André Mbombo Manda a adressé un message de la police à la population du Kasaï oriental pour rappeler que la sécurité publique demeure une affaire de tous. C'est pourquoi, conformément aux instructions de la hiérarchie, le commissaire provincial de la PNC Kasaï oriental demande le concours de tous pour l'accompagnement des mesures édictées par les autorités du pays, dont l'interdiction formelle des ventes, d'achat et d'usage des pétards. Parmi ces instructions-là, il y a l'usage ou l'utilisation des pétards totalement interdite. La présence policière doit être renforcée dans tous les coins, dans tous les recoins. Mais ce que nous allons faire, c'est cibler les zones criminogènes, où nous avons l'habitude d'appeler ces zones criminogènes comme des points chauds. Et la population doit nous accompagner, nous aider à pouvoir nous informer sur toute situation qui a tendance à troubler l'ordre public. C'est dans une ambiance de convivialité que cette rencontre a pris fin. Des veuves de policiers du Kasaï oriental ne sont pas oubliées en cette période de fin d'année. Elles ont reçu 2 sacs de maïs de 25 kg et autres vivres. Le don porte la signature de la fondation Marthe Kassalou. Les veuves de policiers du Kasaï oriental ont bénéficié le week-end des sacs de 25 kg de maïs de la fondation Marthe Kassalou dans le cadre des fêtes de fin d'année. La cérémonie de remise officielle de ces vivres a eu lieu à l'esplanade de l'état-major Kasaï oriental en présence du commissaire divisionnaire de la PNC, le général André a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la fondation Marthe Kassalou pour ce don qui vient soulager tant soit peu le veuve des policiers qui rendent de loyaux services à la nation congolaise. Une satisfaction également pour les bénéficiaires qui ont dit grand merci à la fondation. Plusieurs autres veuves et vulnérables de la ville de Mbujimaï ont reçu des vivres au point de distribution des Mama Yemo, Kalalawankata et autres. L'opération est supervisée par une délégation de la fondation Marthe Kassalou venue de Kinshasa. Dernier virage de ce journal et toujours dans la même veine à Kinshasa. Ce sont 2 personnes vivant avec handicap, orphelins et autres vulnérables qui ont reçu un don composé des bouteilles, des jus, habits et sacs de maïs. C'est le don de la structure PADS, dit Rodépanda. Ils sont partenaires avec Dieu, avec la mission qu'ils se sont assignés d'apporter assistance aux vulnérables dans tous les différents aspects de la vie. En cette période de festivités de fin d'année, la structure socio-humanitaire partenaire avec Dieu, PAD, sous la supervision de Shadrach Katoki, vient de renouveler la pratique des bonnes habitudes et partager la bénédiction reçue de Dieu en direction des orphelins et autres personnes vivant avec handicap. Si vous avez été béni par Dieu, pensez à ceux qui n'ont pas trouvé, à ceux qui n'ont pas de moyens. Donc nous avons pensé à nos frères et sœurs qui sont nos orphelins et c'est notre joie de partager ce que Dieu nous donne pour faire en sorte que nos amis, nos frères et nos sœurs, nos enfants fêtent aussi la nouvelle année 2026 comme nous. Nous sommes ravis de joie avec le paix qu'il a trouvé, partagé avec le groupe de personnes vulnérables dont nous sommes les personnes en situation d'handicap et les autres les aveugles. Vraiment ça prouve à suffisance qu'il incarne la charité pour l'assistance sociale des groupes de personnes vulnérables. Ce geste de générosité en faveur des démunis réalisé par les PAD a été salué par les responsables du centre de formation et la promotion des personnes vivant avec handicap qui fait partie du ministère des handicapés. Ce genre d'action attire toujours la bénédiction. Les hommes avertis n'hésitent pas de faire autant.
C'est fini pour ce journal de 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Cédric Keninam, réalisé par Papingina Mawena Chakumpava. La partie technique a été assurée par Nzengele Bassos, Didier Diaoua, Papi Vouélé, Terence Ngoma et Julie Angui. Le tout sous la direction de Jacques Kabouaba. Moukoumina Sedougam, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 22h avec Anita Louambo. Inch'Allah. Au revoir.